peut vraiment faire fausse route. Tu sais que tu peux pas avoir le système parfait. On a commencé comme tout le monde, créer des réseaux sociaux, on commence à faire de la petite communication là-dessus. C'est vraiment un état d'esprit que vous aviez depuis le début et avec lequel vous avez construit la boîte et finalement que vous consolidez en vous étant développé davantage. Pour exister dans ce marché, il fallait de la technologie. Jusqu'où on doit aller selon toi? Il faut se poser les bonnes questions. La data qui est générée est très précieuse. La data est un outil, est un support de décision, mais la décision, c'est quand même les personnes qui les prennent. L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeurs, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. Hello Guillaume! Hello Léa. Merci beaucoup de venir sur le podcast. Très contente de te recevoir pour parler data. Avec plaisir. Eh ben, ce que je te propose peut-être pour démarrer, c'est que tu puisses peut-être te présenter et nous dire un petit peu pourquoi la data est importante pour vous aujourd'hui chez Gringo. Eh bien, écoute, donc, moi je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je suis corrézien d'origine, jeune papa. J'ai un parcours d'ingénieur de formation, mais on y reviendra peut-être sur le sujet data. J'ai fait 5 ans de conseil en stratégie ensuite, puis j'ai eu un déclic climatique aux alentours de 2019 par là, et puis je me suis dit que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat impact. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à Gringo, pour lequel on a l'ambition de construire le leader du voyage bas carbone en Europe. Et donc, je suis le CEO de Gringo, qui est une boîte qu'on a créée en 2021, qui a maintenant 3 ans et demi d'existence. Et donc, moi, je gère toute la partie stratégie, finance, mais aussi marketing, chez Gringo. Multi-casquette. Exactement. Du coup, moi, j'avais envie de te recevoir sur le podcast parce que je sais que depuis le premier jour, la boîte a toujours été très orientée data. Et du coup, peut-être que ça fait le lien aussi avec ton profil ingénieur, j'allais dire, que tu as de base. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo là-dessus et nous dire pourquoi, toi, dès le jour 1, tu t'es dit que la data, ça avait une importance cruciale? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être assez concis. Mais je dirais que ça part de stratégie au global. Moi, d'abord, j'ai regardé un peu ce marché du voyage. Le point de départ, c'était, OK, c'est une industrie hyper carbonée. Il faut proposer du voyage beaucoup moins carboné et des offres beaucoup moins carbonées que ce qui existe sur le marché. On a tous envie d'avoir moins d'impact. On est tous d'accord qu'il y a un problème assez urgent à traiter. On n'a pas envie d'arrêter de voyager en même temps. Donc, il y a un peu une tension qui se crée entre les deux. Et donc, la question, c'est... qu'est-ce qu'on peut proposer comme service qui va réconcilier ce côté plaisir du voyage et des vacances et le côté environnemental. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, c'est hyper compliqué pour n'importe qui de voyager plus durablement aujourd'hui. Où est l'offre Tiens, le transport, où est-ce que je peux aller? Comment j'y vais? Enfin bref, il y a plein de questions compliquées qui touchent à l'univers de l'hébergement, des transports, des destinations. On s'est aperçu qu'il y avait un enjeu en fait de structurer une offre durable et de travailler avec de la technologie parce que on a vu des acteurs sur le marché comme Airbnb qui avait 2000 développeurs. On a vu beaucoup d'acteurs en fait en digital qui avaient beaucoup de portée, qui distribuaient de l'offre sans vraiment de contraintes carbone, etc. Et on a vu qu'en tout cas pour exister dans ce marché, il fallait de la technologie. Donc il fallait qu'on ait une équipe tech dès le départ. Et donc d'un point de vue, je dirais, c'est ça la culture, la stratégie de base qui s'est installée. Donc la culture qui va avec, c'est data driven. Dès qu'on a des problèmes opérationnels qui sont très consommateurs de temps, on va des solutions peut-être techno pour résoudre ces problèmes. Et sur le plan du marketing, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la continuité de ça, c'est-à-dire va falloir avoir un cerveau très marque d'un côté très qualitatif sur construire une marque, la marque engagée de référence dans le secteur du tourisme, très inspirationnel, répondre à plein d'aspirations
profonde des gens, je veux être quelqu'un de bien, je veux en même temps prendre du plaisir, je veux faire tout ça en même temps, etc. Mais il va falloir avoir un côté très quantitatif. Il va falloir avoir en fait un aspect bicéphale, hein, le brand marketing et plutôt le performance marketing. C'est comment je peux ingénierer mon acquisition client d'un point de vue quantitatif. Comment chaque euro investi, moi je vais pas avoir les moyens de Booking, de Airbnb, etc. Comment chaque euro investi peut être rentable, en tout cas à terme, hein, mais en tout cas, voilà, une vraie performance. Eh bien ça, c'était un sujet finalement très data sur toute la palette du marketing, voilà, que ce soit les leviers SEO, SEA, SMA, etc. Mais tout en fait, voilà. Toute la stratégie marketing, c'est une partie essentielle pour nous. Ouais, c'est intéressant de voir que du coup, vous avez vraiment ce côté perf data, mais que tu as bien aussi en tête les enjeux qui vont être de branding, de notoriété, d'image de marque. Est-ce que dès le début, tu as vraiment eu cette double casquette, j'ai envie de dire, et ce marketing qui a été coupé en deux, ou au début, tu avais plus l'un que plus l'autre? Comment est-ce que ça s'est articulé, tu vois, au démarrage et voir un petit peu l'évolution dans le temps? Parce que tu as un peu ce truc de je crée mon image de marque et toute la partie brand, c'est aussi ce qui va permettre de pérenniser l'entreprise sur le long terme. Et en même temps, tu as besoin de perf à l'instant T aussi pour pouvoir te développer. Alors, je dirais que c'est là depuis le début quand même. On l'a peut-être pas formalisé et tangibilisé aussi clairement que ce que je te dis là, mais c'était déjà là depuis le début parce qu'on a commencé comme tout le monde. Bah voilà, on crée des réseaux sociaux, on commence à faire de la petite communication là-dessus, un blog. Mais en même temps, on a crunché. Je me souviens, on n'avait même pas encore lancé commercialement la boîte. On a crunché énormément de data sur tout ce qui est SEO. Ok. Où là, ce que j'ai fait, hein, j'en rigole un peu maintenant en y repensant, ça me paraît loin, mais je me suis constitué une énorme base de données de toutes les requêtes tapées dans l'univers du voyage sur les 100 plus gros sites internet de voyage. Ok. Qu'est-ce que les gens tapent? Quel volume de recherche ça produit? Quelle est l'intensité concurrentielle sur ce type de recherche? Comment est structurée la SERP, etc. sur Google? Enfin voilà. Et enrichir un dataset là où j'ai passé beaucoup de temps là-dessus au début. Enfin bon, ça m'a demandé un petit peu de temps pour comprendre dans quel univers sémantique on allait jouer sur le plan SEO. Où est-ce qu'il y avait des quick wins à aller chercher? Avec peu de moyens, on avait un domaine nouveau, hein, donc on n'allait pas aller ranker sur des domaines qui ont 25 ans d'âge et qui sont là en P1 depuis le début. Donc où est-ce qu'on pouvait aller faire notre place à court terme, puis à moyen terme, voilà, des requêtes peut-être un peu plus concurrentielles sur lesquelles il faudra faire plus de travail. Et donc ça, c'était là, tu vois, on n'avait même pas lancé la boîte commercialement. Donc je dirais que c'était là dès le début. C'est juste qu'après, les sujets avec lesquels on traite le côté brand et le côté data évoluent en fonction de la phase de l'entreprise, en fonction du budget à disposition. Donc je dirais que c'est très mouvant, hein, mais on a toujours quand même ce socle-là qui est là depuis le départ, quoi. Voilà, c'est notre ADN en fait. Hein. On a eu une inspiration sur Gringo au début, une inspiration, je dirais, quasiment émotionnelle, hein, et il faut qu'on la transmette à notre communauté, à nos clients, mais on a eu aussi une analyse très réfléchie. Hein. Enfin, pourquoi ce positionnement-là, pourquoi cette stratégie-là, pourquoi ce marché-là, pourquoi ce business model-là, ça a été quelque chose de très analytique comme raisonnement aussi. Cette dualité, finalement, dans le marketing, n'est que le résultat de ça initialement, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un état d'esprit que vous aviez depuis le début et avec lequel vous avez construit la boîte et finalement que vous consolidez du coup aujourd'hui en vous étant développé davantage. Et tu vois, moi, une question que je me pose parce que c'est au début, j'ai envie de dire, pas ça a moins d'importance, mais ça a moins d'ampleur. Mais tu vois, là, quand la boîte se développe 3-4 ans après et que tu commences du coup à avoir accumulé beaucoup de data, tu peux avoir aussi un peu ce biais de je suis orienté data et du coup, on se retrouve avec des dashboards Excel qui font 15 pages, 10 000 KPI et au final, on s'y perd un peu et on s'éparpille. Savoir, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous pilotez? Tu vois, quels sont les KPI principaux que vous suivez et comment est-ce que tu fais pour rester focus sur le principal et pas t'éparpiller justement parmi toute cette donnée? Ça, c'est un vrai défi. Et je pense que c'est pareil, c'est très évolutif, mais au début, tu as beaucoup de freins. Au début, tu n'as pas de data et voilà. Et encore plus sur certains domaines. Hein. Je pense à tout ce qui va être influence, community management. Tu as le sujet qui est structuré à toutes les boîtes, je pense, de notre taille. Hein. C'est tout ce qui va être attribution, etc. Bon. En tout cas, et même ne serait-ce que des BI, ne serait-ce que bien traquer ton business, marketing en particulier, le trafic, les conversions, quels canaux. Ouais, il y a une barrière à l'entrée au début. Une fois que tu franchis cette barrière, de manière très imparfaite, hein, parce que tu n'as jamais le setup idéal pour être omniscient et avoir toutes les idées claires, effectivement, tu commences à avoir un volume de data. En plus, quand tu commences à scaler, tu commences à avoir une complexité. Et là, l'enjeu est d'avoir le bon outillage, d'avoir la bonne synthèse, d'avoir la bonne stratégie aussi au global. Mais oui, l'enjeu est plutôt dans la synthèse. En fait, moi, j'ai un double enjeu. C'est de regarder les bonnes choses, mais aussi de comprendre ce qui se passe, quoi. Si moi, j'ai un drop de business, pourquoi? C'est lié à quoi? Quel effet? Est-ce que c'est un effet
Trafic, panier moyen, conversion, si c'est un effet trafic, sur quel canal, etc. Maintenant qu'on s'est dit ça, moi, les métriques que je regarde en priorité, volume d'affaires. Nous, on a un business model qui est simple, qui est des commissions sur les réservations. Donc, le volume d'affaires va me donner mon chiffre d'affaires. Je regarde le volume d'affaires parce que le chiffre d'affaires, c'est pareil, c'est équivalent. Donc ça, on va dire, c'est ma métrique clé. Et ma deuxième métrique clé, c'est les marges unitaires que je peux regarder sous différentes formes selon les périodes, mais moi je vais regarder le poids du budget marketing en pourcentage de mes revenus. Voilà. Okay. Je pourrais aussi regarder le unit margin en pourcentage, c'est-à-dire une métrique qui veut dire la même chose. Et voilà, moi c'est ça que je regarde puisque j'ai des benchmarks aussi. Je sais observer le top 10 des acteurs de mon secteur, je sais à quel niveau ils se situent, je vois moi à quel niveau je me situe, je sais à quel niveau ils se sont situés dans le passé puisque maintenant on a beaucoup de groupes cotés où il y a beaucoup d'informations. Et donc ça va me dire au global comment je performe, et ensuite là je vais venir avoir un raisonnement plus analytique. Je vais avoir le brand marketing, le perf marketing qui a contribué à combien. Sur le perf marketing, je vais beaucoup regarder le ROAS, donc le return on advertising spend. Excuse-moi, c'est pas très podcast friendly à prononcer, mais c'est pour 1 euro investi, combien ça rapporte en termes de volume d'affaires ou de chiffre d'affaires. Il y a un vrai sujet sur le brand marketing, J'allais demander. D'avoir de la métrique et de la data. C'est pas quelque chose qu'on a complètement craqué encore, mais on va regarder bien sûr la taille de la communauté, on va regarder la pénétration de cette communauté dans notre base client. Qui est pas évidente à caler, mais qu'on va regarder déjà dans les grandes masses pour se faire une idée en première approche. On va regarder ce qui va être repeat business, mais là c'est plutôt pour la partie CRM, lifetime value, donc c'est pas exactement du brand marketing. Et on va regarder ça. Après, on va avoir des métriques spécifiques selon les canaux, les leviers. Typiquement, sur de l'influence, on va regarder du CPM, on va regarder des choses un petit peu comme ça, selon les OP, et selon les stades du funnel aussi. Et en termes d'outils, est-ce que tu pourrais nous dire ce que vous utilisiez au début et savoir comment cette stack d'outils, elle a évolué? Parce que là, pareil, tu as cet enjeu de tu suis ces KPI-là, mais comment tu fais pour les suivre et avoir une idée de ce que vous aviez mis en place au début et ce que ça donne aujourd'hui? Et peut-être tu peux nous partager les ressources que ça vous a demandé, tu vois, peut-être que ce soit en termes de temps, de budget, pour mettre justement tout ça en place pour que ce soit clean, sans encore une fois aller chercher le niveau de détail le plus précis possible. Oui. Beaucoup les mêmes outils qu'on utilisait au début. Pourquoi ? Il faut donner du contexte quand même pour les gens qui nous écoutent. C'est qu'on a commencé une boîte tech from scratch. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par le circuit de on fait un Shopify ou un site no-code et puis après on investit sur la tech. On a commencé en disant on fait de la tech tout de suite. Donc on a une stratégie pas très standard, notamment dans des espaces comme le consumer goods ou ce type d'espace où il y a un Shopify, on peut faire beaucoup de choses avec ça, ou ou ce genre de plateforme, on va dire. Dans le voyage, dans l'hébergement, il n'y a pas de Shopify de l'hébergement touristique. Donc on a été obligé de faire from scratch de la tech. Et donc les outils marketing qu'on utilise ont été set-up avec de la tech. Et là on a set-up donc Metabase en BI qui a été l'outil le plus indispensable. Et au global du business, c'est pas vraiment du marketing, je dirais, c'est plus de la gestion du business au global, comprendre tout ce qui se passe transactionnellement sur ta plateforme. On va avoir des outils de type product, donc Mixpanel, qui va nous permettre d'avoir de la vision, tout ce qui va être conversion, tout ce qui va être comportement, mais plutôt sur la partie produit. Tiens, est-ce qu'on a un drop de conversion à cet endroit-là, du parcours, etc. On a aussi des outils comme Clarity, notamment pour faire ça, pour aller aussi loin, mais ça, c'est moi ce que je qualifie de product plutôt que market. Et après, sur market, je dirais qu'on a encore des choses à faire de ce point de vue-là. On utilise comme tout le monde Google Analytics, GA4. On utilise des trucs selon les streams. Tu vois, sur le SEO, on va utiliser des outils comme Monitorrank, SEMrush, aussi du Screaming Frog ou des choses comme ça. Très data pour le coup. Et donc, ça dépend un petit peu des streams SEO. Ensuite, sur le CRM, on utilise Customer.io. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On a changé beaucoup de fois de CRM. On était d'abord sur Sendinblue, qui s'appelle Brevo maintenant. Après, on était passé sur Mailchimp. Là, maintenant, on est passé sur Customer.io. Là, on ne devrait pas rebouger. Mais voilà, donc l'enjeu pour nous, après, là, il est plutôt au niveau de l'attribution aujourd'hui. En tout cas, on aimerait... moi, instinctivement, c'est là où je sens qu'on a besoin d'outillage qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui. GA4, ça va 5 minutes, mais à un moment, tu manques quand même de clarté. Quand tu commences à jouer avec des budgets marketing plus élevés, t'as pas la conviction que tu comprends vraiment ce qui se passe. Surtout dans un secteur, nous, où les circuits d'achat sont assez complexes. C'est-à-dire que je clique sur un lien où je veux un logement, boum, je réserve, quoi. Il y a un temps de réflexion. Et au niveau de l'activation, ça s'active pas aussi simplement que, je vois un déo ou un machin. Ils ont d'abord besoin de voir les trucs, besoin de voir l'offre, de se dire, tiens, quand est-ce que je prends mes congés? Tiens, attends, je vais demander à ma femme, ou alors je vais voir avec mes potes, etc. Donc, il y a souvent beaucoup de temps entre le premier touchpoint et le booking, sans parler même du nurturing, mais juste si je suis dans le process de tiens, je commence à penser à mes vacances, au moment où je vais réserver, c'est pas tout de suite. Donc c'est pour ça que nous, c'est un vrai sujet, là où on a un manque aujourd'hui.
Et notre côté data driven, on va dire, et même très attentif sur est-ce qu'on est sur la data qu'on observe, est-ce que le setup est le bon, etc. On manque là-dessus, par contre, c'est tout à mettre en place. Chaque chose en son temps, mais... Et on a compris. Et du coup, donc c'est intéressant de voir que vous, finalement, dès le début, avec justement cette solution tech, vous avez eu un tracking très poussé, finalement, dès le début. Et même, du coup, dans vos outils. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait que vous les avez gardés, du coup, aujourd'hui et fait évoluer. J'allais dire, tu vois, même notamment sur la partie CRM, Customer.io, du coup, c'est un peu la Rolls-Royce du CRM. On est sur quelque chose d'assez poussé. Donc, c'est cool de voir que vous êtes bien équipés. Et tu vois, on pense du coup à nos auditeurs qui peuvent être soit dans un marché qui nécessite une infrastructure tech comme la vôtre, ou à l'inverse, peut-être pas forcément, tu vois, qui démarre avec un Shopify, etc. Quels pourraient être tes conseils là-dessus sur l'importance de bien s'outiller dès le début et jusqu'où on doit aller selon toi? Oui, alors, je peux répondre de deux manières. Soit je réponds en tant que CEO, soit je réponds en tant que CMO. Si je réponds en tant que CEO, je dirais faut être pragmatique. Et c'est pour ça qu'on a démarré d'ailleurs avec Sendinblue, Mailchimp ensuite parce qu'il y a des trucs qui nous avaient pas. Après, on a compris qu'en fait, il fallait un outillage différent. En tant que CEO, je dirais faut être pragmatique et avoir cette vision étape par étape et niveau de maturité par niveau de maturité. Quand on est hyper early stage, qu'on sait même pas encore quelle est notre proposition de valeur, notre business model, ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs et de tuer la mouche au bazooka, quoi. Voilà. Mais en tant que CMO, je dirais plutôt plus tard, aussi vite que possible. Je regrette de ne pas avoir mis en place cette attribution, par exemple. Même si, bon, je sais que je n'aurais pas eu les moyens de le mettre peut-être en place d'un point de vue tech, ou alors pas la certitude et le confort que c'était le bon choix, et donc du coup, on n'aurait pas dû surinvestir par-dessus, etc. Je dirais que la data qui est générée est très précieuse, et que plus vite on peut la capturer, mieux c'est, parce que ça peut avoir un gros impact sur la stratégie marketing, mais aussi sur la stratégie d'ensemble. Et donc, je dirais qu'il s'agit de faire les choix vraiment les plus pragmatiques d'un point de vue phasage sur qu'est-ce qui peut me générer beaucoup d'impact, beaucoup de data qu'il faut mettre en place tout de suite parce que le temps que ça emmagasine, voilà. Sur un outil de CRM, c'est pas très grave. Bon, tu vois à peu près quels sont tes taux d'ouverture, quel message marche, quel message marche pas. Que tu aies un outil en note, c'est pas très très grave. Voilà, je pense à tout ce qui est SEO par exemple. Si tu as oublié de mettre en place la Google Search Console, c'est dommage, quoi. C'est dommage, c'était pas très dur et ça te donne vraiment beaucoup d'insights. Voilà, et ça évite de tourner à vide en attendant d'avoir ces datas-là, quoi. Ouais, plus tu mets de temps à le mettre en place, moins tu vas avoir d'historique de données et du coup, t'as pas de visibilité sur ce qui s'est passé avant. Typiquement, la Search Console, si elle est pas paramétrée, tu l'ouvres un beau jour et tous les compteurs sont à zéro et tu te dis, ok, je ne sais pas. Faut attendre que ça tourne. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre, c'est-à-dire voir où est-ce que il y a une criticité temporelle à avoir la data, où la data va avoir un vrai levier sur le business. Ça, il faut le mettre tout de suite en place, faut pas attendre, quitte à travailler un peu plus tard. C'est comme ça que je l'approcherai, moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'approche encore aujourd'hui. Ok. Et tu vois, comment est-ce que tu fais quand tu as ce volume de données-là? Tu disais, du coup, tout à l'heure, ça nous aide, du coup, à mieux comprendre les utilisateurs et à prendre les bonnes décisions derrière. Mais comment est-ce que tu t'assures aussi que les données que tu vois, tu tires en fait les bonnes conclusions derrière? Parce que tu peux avoir aussi cette difficulté-là et c'est intéressant de te poser la question d'autant plus parce que vous avez un parcours client complexe. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer de bien exploiter cette donnée-là et prendre les bonnes décisions derrière? Parce que tu peux avoir aussi un peu ce risque de... tu te fies vraiment qu'à la data et tu perds un peu cette partie aussi intuition de ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Bon, c'est un vaste sujet sur... Premièrement, il faut se poser les bonnes questions d'abord. Hein. Tout part de la question data, ça sert à rien. Il faut d'abord se poser les questions business, opérationnelles. Tiens, comment je fais pour améliorer mes marges parce que mon problème c'est que je suis peut-être pas rentable. Ou tiens, comment je fais pour avoir plus de trafic organique parce que tiens, le SEO peut-être pas assez dans mon truc. Bon, il faut d'abord se poser une question business d'ordre stratégique ou d'ordre stratégie marketing, on va dire dans ce cas-là. Ensuite, faut prendre la data aussi claire que possible pour répondre à la question. Il faut bien quand même comprendre quelles sont les limites de ce qu'on observe, qui peuvent être liées au setup, qui peuvent être liées ou à une mauvaise compréhension qu'on a de la data. Et à la fin, dans les décisions que tu prends, et ça c'est vrai pour la data en général, tout secteur, tout sujet, il y a une partie rationnelle, il y a des éléments factuels, rationnels qui sont des inputs, mais il y a quand même une décision à la fin, ou des décisions qui sont à prendre. Là, je pense, quand on a des décisions très stratégiques à prendre, pour moi, la data vient poser un certain nombre d'éléments.
avec un côté factuel. Mm. Et après, la personne en charge de prendre des décisions prend sa responsabilité en connaissance de cause, mais à la fin, l'intuition doit être là quand même. Je veux dire, si j'investis dans le canal d'acquisition A ou B et que ils sont très différents et des trucs au vert, des trucs au rouge chez chacun d'entre eux, où est-ce que je tranche? Voilà, c'est pas la data qui va me dire où trancher, c'est moi. Et ça, j'avais un concept qui était, quand on est dans la complexité, faut des règles simples. Okay. Voilà. Et donc, nous, on a des règles très simples chez Gringo, qu'on n'implémente pas encore totalement de manière fluide, mais voilà, quand on a un doute entre A ou B, on se dit, c'est quoi notre mission? C'est de construire un tourisme plus durable. C'est quoi notre ambition? C'est d'être leader du voyage bas carbone en Europe. Est-ce que A ou B contribue plus à ça, de près ou de loin? Des fois, c'est évident, en le voyant comme ça. Mais quand on voit la data, qu'on est perdu dans le truc, on se dit, je sais pas. Donc bon, c'est un exemple, mais en tout cas, je dirais qu'il faut... La data est un outil, est un support de décision, mais la décision, c'est quand même les personnes qui les prennent. Voilà. Il faut avoir ça en tête. Ouais. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, quand on parle data, tu dirais qui sont les services qui sont du coup au sein de Gringo, dans les équipes concernées du coup par la data, et savoir un petit peu comment est-ce que vous êtes structuré, parce que tu as aussi ce truc où tu as envie d'infuser cette culture data à toute du coup l'entreprise, mais que chacun aussi soit concentré sur ses objectifs. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment c'est organisé chez vous? Oui, tout le monde utilise la data. Donc nous, on a une structure opérationnelle qui est... Il y a le volet tech et produit, il y a le volet marketing côté voyageur, il y a le volet que j'appellerais commercial côté hébergeur, mais qui regroupe aussi tout le service client et donc tout le volet un petit peu opération. Donc on a un peu ces trois pôles. On a après l'impact qui est, on va dire, en transverse un petit peu. Ouais. Et les datas sont utilisées chez tout le monde. C'est plus ou moins avancé selon les divisions, mais les divisions, on parle comme si c'était un grand groupe, mais on est une vingtaine, donc voilà. Mais bon, tech, product, évidemment, utilise beaucoup la data et beaucoup plus que la moyenne, puisque mon produit, il y a tout le travail de user research, comprendre ce que font les utilisateurs, comprendre où est-ce qu'on peut améliorer les choses sur la plateforme, comprendre quels sont les besoins des gens dans le fond, ou si, c'est quoi les problèmes qu'ont les gens qualitativement, mais aussi quantitativement. Est-ce que le prix versus machin versus bidule, c'est quelque chose qui est fondamentalement très data-driven au final pour prendre les bonnes décisions. Mais la data est quand même prépondérante pour vraiment savoir ce que tu es en train de faire et pas faire des trucs au hasard. Ensuite, le marketing, je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais selon le volet marketing, brand ou perf, c'est quand même pas du tout pareil, quoi. Tu vas beaucoup plus utiliser la data sur le volet perf marketing, parce que c'est plus logique. Sur Google, tu vas pas ne pas utiliser de data si tu mets des pubs sur Google Ads. Je veux dire, c'est la base, c'est normal. Sur le SEO, c'est pareil. C'est normal d'aller voir quels sont les volumes de recherche, quelles sont les intensités concurrentielles et autres. Sur le brand marketing, quand tu fais un coup de com, c'est moins palpable. Oui, c'est plus difficile aussi, tu vois. Tu vas pas commencer, quoi ta métrique, le nombre d'impressions, notoriété, tu commences à aller dans le détail, mais si je suis réseaux sociaux, presse, si je fais du print dans la rue, j'en sais rien. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer, en fait, et ça s'y prête moins. Donc, d'un côté, on essaye de progresser là-dessus, d'un côté, on sait, et on se force pas trop à aller contre nature par rapport à ça, quand même. Il faut garder le côté quali et le côté émotionnel, quand même. La data ne fait pas tout, encore une fois. Et après, sur le côté hébergeur, donc commercial, là, bien sûr, il y a beaucoup de data aussi. Concrètement, c'est comment on peut convertir nos landing pages pour les hébergeurs pour s'inscrire. Quels hébergeurs vont cocher nos critères de sélection, etc. Enfin bref, quels sont les messages qui sont les plus pertinents. Donc là, c'est plus, on va dire, du gros hacking commercial, de recrutement de nouvelles offres, mais où on va s'appuyer sur, tiens, quand on envoie ce mail, X% des hébergeurs répondent, ou tiens, à la fin, X% des hébergeurs s'inscrivent dans tel circuit de contact, etc. Donc on va être aussi après sur des approches rationnelles on a un petit budget, on a du staff là-dessus, à quel point on peut avoir plus de performance en termes de... Bon, de toute façon, tout se mesure. Non, tout ne se mesure pas, mais il faut essayer quand même de mesurer tout, puisque on a une équation globale à résoudre, nous, en tant qu'entreprise. Donc, entreprise à mission, notre mission, c'est de construire un tourisme plus durable et donc d'avoir une intensité carbone beaucoup plus faible sur les séjours. Il faut mesurer le CO2 des séjours, les comparer à la moyenne des séjours des Français, etc. Ça se mesure. Déjà, ça, c'est pas simple du tout. Et après, en tant qu'entreprise, donc si on oublie la mission à un instant,
ensemble, on a une équation à résoudre qui est revenu, coût, financement, au final. Parce qu'à la fin, on aura toujours des coûts à la fin du mois, il nous faut des revenus en face. Si on n'en a pas assez à court terme, il faut du financement. Et donc, finalement, dans la vision d'ensemble, au global, nécessite de la mesure de la data quelque part, quoi. Et tu vois, quand tu disais, tu as la partie du coup brand et perf, du coup la partie perf qui est forcément beaucoup plus facilement mesurable et beaucoup plus finement. Comment est-ce que tu alloues ton budget marketing entre les deux, entre tes différents canaux, surtout quand on sait qu'on a ces difficultés du coup d'attribution, et tu disais tout à l'heure que tu faisais ton revenu global par rapport au budget marketing du coup investi. Donc j'ai le sentiment que tu le fais à la vue globale, mais j'imagine aussi que tu as l'envie de pouvoir le faire par canal, savoir un petit peu comment est-ce que tu arbitres là-dessus, et encore une fois, comment est-ce que tu arrives à donc investir quand tu sais précisément combien ça te rapporte. C'est facile, j'ai envie de dire, mais notamment sur la partie brand, comment tu fais ces choix-là? Alors ça, c'est très évolutif aussi, hein, et tu vois, là, on est dans l'ordre du dilemme, c'est-à-dire Ouais. on est dans l'ordre où la data aura ses limites, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même que tu tranches à un moment dans un sens ou dans l'autre, et où globalement, voilà, tu mets une échelle, tu dis est-ce que je la mets là ou là, quoi. Voilà, quand même. Hein. Mais ceci étant dit, on fonctionne beaucoup au test and learn, hein, c'est-à-dire que on va tester un mois tel canal ou tel levier ou tel type de campagne. Voilà, on va essayer de traquer les résultats, d'essayer d'avoir une notion du ROI très imparfaite, ou en tout cas de mettre la bonne métrique marketing en face de l'action, enfin la métrique la plus pertinente en face d'une certaine action. Et après, voilà, de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire de ne pas comparer des choux et des carottes, mais de comparer des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Donc, sur le perf marketing, on va identifier tous les leviers qui sont de nature ROAS. Sur le plan de la brand, on va plutôt identifier, vu que c'est du top funnel et vu que ça se prête moins à... C'est pas de l'acquisition qui se mesure avec du ROAS. Hein. Là, on va plutôt être sur de CPM, donc voilà, on va être plus sur un enjeu de notoriété. Après, la difficulté, elle est de calibrer entre la notoriété et l'acquisition pure et dure bottom funnel, voilà, type Google Ads. Et c'est un peu ça la difficulté, c'est comment je panache ces deux-là. Pareil, il faut prendre la data, c'est-à-dire comment on a panaché dans le passé, comment nos flux organiques aussi se comportent dans le temps, en fonction des investissements. Ça va pas être mathématique de pouf, c'est 24% brand et 76% on perf. aimerait, mais non. Mais ça va donner en tout cas une direction d'un dosage. Après, on prend beaucoup, nous, de benchmark aussi, c'est-à-dire qu'on parle avec beaucoup de gens pour savoir, tiens, vous faites comment, vous avez quel split de budget, sur quel. Donc, on essaye de se situer, parce qu'on se dit, il y a des milliers, voire même des centaines de milliers de personnes qui ont le même problème que nous. Et donc, tiens, en lisant plein de ressources, en écoutant des podcasts comme le tien, en parlant à des gens qui gèrent des budgets ou des business comparables aux nôtres, on essaie aussi de prendre de la data, mais de data point externe qui n'est pas forcément chez nous aujourd'hui. Et mais justement, tu vois, aujourd'hui, sur votre répartition entre brand et perf, vous en êtes où du coup en ce moment, et savoir comment ça a évolué, justement pour les auditeurs qui auraient envie d'avoir des insights là-dessus. Là, actuellement, on est à peu près à 70 perf, 30 brand dans ces eaux-là, sachant que, encore une fois, voilà, faut mettre le contexte, hein, qui est qu'on est dans un secteur du voyage, où il y a énormément de volume de recherche sur Google, hein, donc c'est un secteur qui est quand même dépendant de Google. Si tu vas chercher ton client en distribution digitale d'hébergement, voilà, il est probablement sur Google quelque part à un moment donné. Mais voilà, donc on est à peu près à 70-30. Je dirais que ça a plutôt été... au début, on n'avait pas de budget, donc c'était 0-0. Donc, sur la brand, pour moi, je le vois comme un investissement de long terme, la brand. Je le vois comme quelque chose qui s'immobilise quelque part, en tout cas qui se ventile, qui va pas produire d'effet tout de suite. Là où la perf va plutôt dans l'instantanéité. Mais on a toujours eu un calibrage de ce type-là, quoi. Et après, sur le budget perf, c'est un panachage entre... malheureusement, Google, Facebook, et voilà, on teste un certain nombre de canaux en acquisition, B2B2C, en partenariat, etc. Pour l'instant, c'est difficile de trouver une indépendance par rapport à ces canaux-là, malheureusement, dans notre secteur. On va continuer d'y travailler, de le chercher, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de se passer de ces acteurs-là, quoi. Ouais, tu as cette hyper dépendance du coup à Google, Meta, et du coup, l'idée, toi, tu as déjà en tête de dire quels sont les autres canaux que je peux mettre en place pour essayer d'être moins dépendant de ces GAFAM. Tout à fait. Et encore plus dans le travel, tu es obligé d'être du parti de... Je mets pas tous mes œufs dans le même panier. C'est du dérisking classique de stratégie, hein. C'est-à-dire que c'est
pas bon d'être dépendant d'un seul truc. Et donc, on a toujours, nous, essayé de se défaire un petit peu de ça. Et on a un millefeuille, je dirais, d'acquisition. D'où le sujet d'attribution dont je te parlais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire on a plein de canaux. Et quand tu demandes aux gens comment vous avez connus, soit tu prends la data ou soit tu leur demandes, tu vas avoir un millefeuille de plein de trucs. C'est nécessaire. Après, ça prend plus de temps. Voilà. On aimerait tous avoir un canal d'acquisition qui nous emporte au ciel, voilà, au sommet, mais la vie du marketing est plus compliquée dans les faits. Et un autre point que je voulais aborder avec toi sur la partie data, qui est pas des moindres en plus, là notamment sur les derniers mois, c'est sur la partie RGPD. Savoir, vous, comment est-ce que vous avez arbitré là-dessus, quels sont les choix que vous avez faits et quel impact ça a eu sur votre récolte de données et du coup le tracking de manière générale. On a été impacté comme tout le monde par les mises à jour récentes. RGPD, c'est un sujet particulièrement qui a ses challenges particuliers dans notre cas. On a construit toute la tech from scratch, où en fait les interfaçages avec des solutions de data consent ou des cookies banners, voilà, je pense à Acceptio, à des services comme ça. Pour nous, c'était compliqué à interfacer en fait. Okay. Contrairement à quand tu as un Shopify ou ça tu fais un Webflow ou voilà. Ça se plug and play. Nous, c'est un setup plus lourd, donc c'est plus coûteux. C'est un travail de tous les jours, enfin pas tous les jours, mais un travail de longue haleine qu'on a déjà entrepris dans le passé et où on a encore des choses à faire pour être 100% bulletproof. Après RGPD, tout le monde saura que t'es jamais 100% bulletproof et c'est pas 100,0 de compliance, donc t'as toujours ce petit pourcent ou ces petits pourcents qui reviennent beaucoup de coups à aller chercher en termes d'implémentation et voilà, nous clairement c'est ça fait partie des contraintes un petit peu qu'on peut avoir mais après on a eu l'avantage nous d'être jeune, d'être récent et donc du coup je dirais que pour une boîte en croissance qui démarre, qui est encore immature, où il y a encore beaucoup de choses à faire, je dirais que c'est pas quelque chose qui a impacté notre business très fortement, surtout que on n'a pas manipulé des gros budgets dès le début, et on manipule pas encore des budgets énormissimes, donc ça fait partie des sujets qui prennent du temps, de la ressource et qui sont compliqués à arbitrer en termes de priorisation, parce qu'on n'a pas de bénéfice direct à en tirer. Donc, Oui, puis ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. À quel point ça vaut le coup de mettre beaucoup de ressources là-dessus pour le petit point de pourcentage supplémentaire que ça va aller te permettre de chercher. C'est pas évident. En plus, là, tu as deux choses. Tu as à la fois la partie légale RGPD et tu as aussi la partie, toi, de ton côté, si tu veux faire de la modélisation, etc., tout en respectant le consentement des utilisateurs. Tu as un peu ces deux enjeux-là, quoi. Oui, et voilà, et sur ce sujet, encore plus que sur d'autres, je pense qu'il y a une question de pragmatisme, C'est-à-dire que tu sais que tu peux pas avoir le système parfait qui coche toutes les cases, qui est bulletproof d'un point de vue légal et qui t'offre toutes les options d'un point de vue opérationnel. Mais voilà, donc faut savoir dans quel stade t'es. Ça sert à rien d'avoir une RGPD master piece si t'as pas 1 euro de chiffre d'affaires, quoi. Donc nous aussi pareil, on sait à quel niveau on est aujourd'hui. On sait qu'est-ce qu'il faut qu'on passe comme cap demain, mais voilà, on lisse un petit peu les investissements. Et toi, tu es aussi très pragmatique sur le fait que voilà, le RGPD, si je prends le cas très facile, on a soit les utilisateurs qui acceptent ou qui refusent les cookies. J'ai un pourcentage de personnes qui refusent. C'est des données que j'aurai en moins et c'est OK, je deal avec ça. Et en fait, j'essaye de me débrouiller plutôt que essayer de mettre en place trop de ressources qui vont du coup nous permettre déjà de pas forcément être dans la réglementation et en plus, comme on disait, d'aller chercher quelques points supplémentaires sur la partie modélisation, quoi. Voilà, et donc en fait... tout le sujet, moi, que je me dis tout le temps, c'est quelle est ma next best action pour faire décoller mon truc. Là, en l'occurrence, tu vois, quand on est sur des startups comme ça, il y a décoller, mais il y a aussi survivre quand même à un moment. Est-ce que c'est ça ou est-ce que, en fait, j'ai un éventail de 8000 options bon, peut-être pas 8000, mais j'en ai plein. Où est-ce que j'investis mon temps, mon énergie, mes ressources et voilà, et c'est un schmilblick global pour moi à bien structurer dans sa tête aussi, quoi. Et pour terminer, quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs qui sont responsables marketing, marketeurs, dirigeants du coup d'entreprises qui veulent être du coup plus data-driven? Est-ce que tu aurais des conseils et ou des apprentissages à partager? J'ai toujours du mal à formuler des conseils sans être non, mais très humblement, je pense qu'on en a déjà parlé. En fait, je vais redire un petit peu ce qu'on s'est dit à des moments, c'est que la data c'est clé pour moi, mais ça ne fait pas tout. Il faut savoir aussi garder la part d'intuition, mais bon,
Pour moi, la data vient mettre sur la table des faits et après, on vient décider si on avait conscience. Je trouve qu'on est aveugle sans data, en particulier en marketing. Maintenant qu'on s'est dit ça, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il faut commencer, il faut comprendre où est-ce qu'on se situe dans la maturité de la boîte méga data-driven qui a tout et qui utilise tout parfaitement, à la boîte qui n'a pas une seule data. Où est-ce qu'on se situe? Comment on passe à l'étape suivante? Setup d'abord, ce qui va ouvrir les yeux et dans le futur aussi où il y a une dépendance temps. On parlait de Google Search Console par exemple. Mais voilà, y aller un peu tactiquement de ce point de vue-là. Et je pense que pour moi, la data est claire et ouvre les yeux et on peut vraiment faire fausse route sans data, en faisant confiance à ses intuitions seules. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. En faisant confiance à la data seule, c'est aussi trop dangereux, trop risqué. Il faut les deux et voilà, c'est ça que je conseillerais à n'importe qui, à n'importe quel stade de maturité. Trop cool. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour cet épisode. Merci à toi. À très vite.